Ok, nous allons commencer l'algèbre de Boole. Donc on commence toujours par Moodle. Ici, on va dans ressources et nous allons vers le lien vers les syllabus. Euh, et là, dans le répertoire algèbre de Boole, donc comme je disais tout à l'heure, vous avez toujours les exercices .ods, c'est les fichiers tableurs. Vous avez les énoncés et les corrigés. Bon, on ne va pas, nous, au cours, travailler avec les corrigés, sauf si j'ai un problème. On va prendre des exercices, les énoncés, et on va travailler dedans. Ceci dit, on va commencer par un peu de théorie, pas beaucoup, rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de théorie au cours. Voilà, et donc, là, je vais aller voir ici, voilà. Et on va parler de la notation polonaise inversée. Ça vous dit quelque chose? Notation polonaise inversée. Non? Quand j'étais jeune, on en parlait. Mais vous allez voir de quoi il s'agit. Bon, donc l'algèbre de Boole. Alors bon, Wikipédia, c'est pas le meilleur des syllabus. Il y a à peu près tout ce qu'il faut, mais c'est pas toujours présenté d'une façon très cohérente ou propre. Mais globalement, que faut-il faire? Donc disons que l'algèbre de Boole s'appuie sur des raisonnements logiques. Donc on va parler de logique. Ça peut être des choses extrêmement concrètes, hein. Il peut y avoir des chiffres et tout ça, mais en gros, la logique, c'est quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Ne prenez pas l'exemple qui est là parce qu'il n'est pas extrêmement clair, j'ai trouvé. On va d'abord simplement se demander qu'est-ce qu'il y a comme valeur dans cette algèbre. Hein, voilà. Alors, dans cette algèbre, on travaille avec deux valeurs possibles, le vrai et le faux. Dans l'algèbre classique, dans l'arithmétique, on travaille avec des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, là il y a une infinité de valeurs. Ici, il n'y en a que deux, ce qui peut paraître a priori assez inintéressant, mais on a besoin de travailler avec parce qu'il y a des contextes où vous avez beaucoup de variables booléennes et qui sont combinées entre elles. Et donc là, il faut savoir comment les traiter et comment les introduire dans les algorithmes et comment les simplifier éventuellement. Bon, alors, donc il y a alors des notations. La notation pose problème parce qu'il y en a beaucoup, des notations pour l'algèbre de Boole, donc il va falloir se fixer. Comme nous travaillons sur ordinateur et que le clavier d'ordinateur ne contient pas tous les symboles mathématiques connus, on va devoir travailler avec, pour simplifier la vie, des caractères qu'il y a sur le clavier, des trucs standards. Donc on va travailler avec des vrais et des faux, ou parfois avec des 1 et des 0. Le 1 voulant dire vrai et le 0 voulant dire faux. Mais vous voyez qu'il y a d'autres symboles utilisés, mais ça c'est bon quand on écrit au tableau ou des choses pareilles. Moi ici, je ne vois pas d'intérêt de l'utiliser. Bon. Donc une valeur booléenne, elle est soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de troisième état. Alors, là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à combiner toutes ces valeurs. Comment est-ce qu'on peut combiner des variables booléennes? Il y a trois opérateurs pour les combiner. Il y a l'opérateur et, qu'on appelle la conjonction. Il y a l'opérateur ou, qu'on appelle la disjonction. Et il y a l'opérateur de négation, voilà, qui inverse le résultat. Donc, de nouveau, ça peut paraître assez simple. Ce n'est pas très compliqué, c'est vrai. Mais attention, ça peut devenir compliqué quand on se défoule. Hein. Donc, le et, le ou et le non. Je n'aime pas la table de vérité qui se trouve ici, c'est pour ça que je descends. Je vais aller un peu plus bas. Voilà, parce que c'est ça qui n'est pas bien dans Wikipédia, que c'est parfois un peu mélangé, un peu brouillon. Mais ici, vous avez, voilà, les trois opérateurs fondamentaux. Et voilà ici, je dirais, la base de ce qu'il faut connaître. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici, commençons par la droite. On parle ici du produit. Alors le produit, c'est le et, donc c'est la conjonction.
L'idée de base, c'est que vous avez deux expressions logiques. Je vais donner un exemple concret en entreprise, hein, en informatique d'ailleurs. Euh, voilà, donc vous faites le bilan dans votre boîte, c'est l'informatique de gestion, hein, ici, des paiements, des factures. Nous sommes le début février. On veut savoir maintenant, on fait le bilan, est-ce que les factures envoyées en janvier ont été payées? Et on va tomber peut-être sur une facture impayée. Alors, est-ce qu'on va lui envoyer un rappel? Facture impayée, il faut poursuivre le client pour avoir le paiement. Alors on va dire, bon, on a beaucoup de clients et c'est beaucoup de petits montants. Donc, tant que c'est des petits montants, on n'insiste pas parce que ça va coûter trop cher de rappeler. On va envoyer un rappel une fois que le montant des impayés dépasse 100 euros. Voilà. Là, à ce moment-là, on va réagir parce que là, cette fois-ci, il faut arrêter de jouer avec nos pieds. Donc, une facture, si elle est impayée depuis janvier, et que le montant des impayés est supérieur à 100, alors on envoie un rappel. D'accord? Donc là, on a deux expressions logiques. A, c'est par exemple, la facture est impayée, et B, le montant des impayés est supérieur à 100. Si les deux conditions sont réunies, c'est-à-dire si A et B valent 1, sont vrais, alors on va dire que A et B est vrai, donc les deux sont réunis à la fois, et alors on va plus loin, on envoie un rappel, etc. Dans tous les autres cas de figure, il faut savoir que la machine, elle est face à ça, bien sûr. Là, vous avez A égale 0. Je rappelle que A veut dire facture impayée. Hein, donc, on cherche les cas pathologiques ici. Donc, facture impayée. Donc, A égale 0, ça veut dire la facture est payée. Et c'est un test qu'il faut faire pour chaque facture, bien sûr. Ok, facture est payée, donc on ne va pas envoyer de rappel. Deuxième ligne, la facture de janvier a été payée, mais le montant des impayés des précédentes factures est supérieur à 100, donc on n'envoie pas de rappel. Donc, ça peut paraître bizarre, bien sûr, hein, mais c'est ce que dit la logique ici. Le troisième cas ici, la facture de janvier est impayée. Donc, j'imagine des clients qui ont des factures régulières. Hein. La facture de style abonnement téléphonique, GSM, enfin ce genre de choses, c'est des paiements réguliers, mais c'est des petits montants. Ici, donc, facture de janvier impayée, mais le total des impayés est faible, inférieur à 100. Dans ce cas, on n'envoie pas de rappel. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est le seul cas où on envoie un rappel, c'est quand la dernière facture n'a pas été payée et que le total des impayés est supérieur à ça. Voilà, donc ça c'est l'algorithme que l'on fait. Vous voyez que c'est tout à fait concret, il faut prendre des décisions, faire attention, si vous envoyez un rappel à un client à tort, ça ne fait pas du bien à votre marque. Donc il faut faire vraiment attention. Nous ici, on ramène tout à un tableau parce qu'on va travailler sur la logique et savoir quelle décision prendre. Donc ça c'est le « et », le produit, on appelle le produit ou la conjonction. Alors vous avez la disjonction, ou ce qu'on appelle la somme, parfois, un peu bizarre comme terme, enfin bon. Là, c'est, il faut que l'un des deux soit vrai pour envoyer le rappel. Donc là, supposons, on change la règle, on se dit, alors, s'il y a une facture impayée, ou si la somme des impayés est supérieure à 100, alors on envoie un rappel. Et alors là, dans ce cas, la table de vérité, elle est comme ceci. Voyons, premier cas de figure, prenez une facture donnée, le client a payé, et le montant des impayés est inférieur à 100, donc là, on n'envoie pas de rappel. Mais alors, tous les autres cas, on en envoie un. Ici, ok, le gars a payé en janvier, mais il a des arriérés supérieurs à 100, on envoie un rappel. Troisième cas, le gars n'a pas payé en janvier, pourtant les impayés sont très faibles, mais on envoie quand même un rappel. Et puis alors le cas où il y a les deux à la fois, on envoie un rappel. Ça c'est le ou, d'accord? Donc ce sont des cas qui peuvent être très concrets derrière cette notation très très abstraite, peuvent se trouver des choses extrêmement concrètes.
et parfois sensible. Et puis alors, il y a la dernière table de vérité ici, une seule expression et son inverse, ce qu'on appelle le non A. Donc vous avez A et non A, ou not A en anglais. Voilà. Donc là, quand A est faux, le non A devient vrai et vice-versa. Ça, c'est les trois opérations de base. Si vous comprenez ça, vous avez les éléments qu'il faut pour faire tous les exercices qui vont venir. D'accord? C'est pas très compliqué, c'est des choses que beaucoup de gens ont déjà vues en secondaire d'ailleurs. Pas tout le monde sans doute, mais voilà. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler, et je vous propose de déjà nous initier. Est-ce que tout le monde peut avoir un tableur? Tout le monde est plus ou moins prêt? Oui? Hein, parce qu'on va faire ça dans le tableur maintenant. Je prends un tableur tout vierge. C'est un premier exercice pour s'initier. Donc, voilà. Donc ici, on peut regarder ce tableur. Voilà ce que vous devriez avoir. Bon, c'est pas extrêmement sexy. Vous voyez qu'il y a énormément de boutons partout. Bon, au premier abord, ouf. Hein, c'est un logiciel professionnel. Hein, c'est pas un truc pour les gosses. Donc, il faut s'attendre à faire un petit effort. Alors, donc le fondement du tableur, c'est la grille. Okay. Chaque grille est composée de cellules et à un niveau plus élevé, elle est composée de colonnes, souvent repérées par des lettres, et des lignes, repérées par des numéros. Okay. Et alors les cellules, chaque cellule a une adresse. Par exemple, C7. Voilà. C7, marqué là d'ailleurs, c'est l'adresse de la cellule. Voilà. Donc c'est assez simple, ça fait un peu combat naval pour ceux qui ont joué à ça dans le temps. Voilà donc votre grille, et chaque cellule, vous mettez ce que vous voulez dedans. Enfin, il y a quand même des principes à respecter. Normalement, dans chaque cellule, vous mettez une information. Une. Voilà, pas deux. Alors parfois, il y a un problème, les cellules, c'est tout petit. Hein. Donc vous pouvez mettre un nombre, un mot, un calcul, mais pas grand-chose de plus. Alors je vous dis tout de suite, il peut y avoir un problème si vous avez besoin de mettre une phrase. Donc, je vais écrire ici une phrase bien longue pour qu'elle dépasse de la cellule. OK? L'art d'écrire pour ne rien dire. OK, donc là, on a un petit problème. Quand vous avez une expression comme ça, ça dépasse, ça mord sur d'autres cellules dans lesquelles il y a peut-être du contenu. Voilà, on a ici un petit problème. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter, si vous avez du texte, ça peut arriver. Vous voulez expliquer quelque chose, vous voulez mettre du texte. Ben, évidemment, attention, il y a des cas où ça pose pas de problème, mais des alternatives, ici, dans des cas pareils, c'est d'aller vers... Je n'ai pas encore trouvé de raccourci. Clic de droite, formater les cellules. Ça va ouvrir un formulaire, voilà. Et là, alors, vous avez, je suis sur alignement, et là, vous avez le renvoi à la ligne. Voilà. C'est un truc qui peut être utile. Là, dans ce cas, tiens, alors, il est renvoyé à la ligne. Par contre, je m'attendais à ce que... Voilà, pas ceci. Là, toute la cellule contient la phrase, donc c'est peut-être plus intéressant dans certains cas. Par contre, évidemment, il y a une distorsion puisque la hauteur de la cellule a augmenté. Enfin, la perfection n'est pas de ça. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Il y avait encore un truc à dire, je ne sais plus. Enfin voilà. Bon, tant pis, ça restera comme ça. Voilà, donc ça c'est un petit détail, parce que souvent ça c'est... Ah oui, je sais. Quand vous avez comme ça du texte à mettre, alors carrément tout un paragraphe avec plein de mots, là on sent que ça n'ira pas du tout. Donc il vaut mieux à ce moment-là insérer, insertion, là, zone de texte. Et ça, la zone de texte est un objet
flottant, ici, oh, il a même disparu, c'est pas ça que je voulais, voilà, dans lequel, un objet flottant, voilà, qui se trouve au-dessus de la grille. Bon, ici, il est transparent, vous pouvez, bien entendu, je crois qu'il y a un moyen ici, c'est pas mettre un fond de couleur. Hop, ça c'est du rouge, mais c'est pas le fond, ça doit être non, pas ici, dégradé. Donc ça c'est les lignes. Bon, il y a sûrement moyen. Je ne suis pas spécialiste encore de libre fiscal, hein. C'est assez nouveau cette décision que j'ai prise. Donc il y a vraiment des détails que je ne connais pas bien. Voilà, on va chercher ici. Tiens. Ça. Ah, ici vous avez vu. Ah oui, parfait, très bien. Merci. Voilà, remplissage arrière-plan. On va prendre une couleur, n'importe quoi ici. Hop, voilà. Alors là, évidemment, quand vous remplissez, ça n'est plus transparent. Mais ça, c'est typiquement ce qu'il faut faire quand vous avez des longues phrases. Bon, voilà, ça c'était un petit détail, mais c'est un truc qui gêne très facilement quand vous démarrez dans Excel, c'est des choses comme ça. Bon, alors, on va quand même s'attaquer à l'algèbre de Boole. On va faire des choses très très simples ici pour commencer. On va faire une table de vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire de manière récurrente, des tables de vérité. Donc, le format, c'est des colonnes, et chaque colonne contient toutes les valeurs possibles des variables de base. Ici, il y a 2 variables de base. Chaque variable peut prendre 2 valeurs, vrai ou faux. Donc, en tout, il y a 2 fois 2 égale 4 lignes avec les valeurs. Donc, si j'avais 3 variables, A, B, C, j'aurais combien de lignes? Non, il y en aurait 8. 8. 8 lignes. Ici, il y en a 4 pour 2 variables, il y a 4 lignes. 4 lignes de données. Hein. Ah, de données, 4 lignes. Si vous avez 3 variables A, B, C, ben là, c'est 8. Il faut prévoir toutes les combinaisons possibles de A, de B et de C. Donc, c'est 2 exposants 3. Etc. Donc, mais on va commencer simplement. Voilà. Hein, ici, on commence from scratch. Voilà A, B. Et alors, maintenant, je mets quoi comme valeur? 0, 1. Alors, je propose d'utiliser ici ce qui est prévu dans le tableur pour les variables booléennes. Et ce qui est prévu, c'est pas 0 et 1, quoi que ça pourrait marcher, c'est vrai et faux. Et alors, personnellement, ça c'est mon habitude, je vois qu'ici, dans Wikipédia, on commence par les valeurs fausses d'abord, et les valeurs vraies ensuite. En fait, moi, j'ai toujours travaillé autrement. Vous, je ne sais pas. Donc, moi, je commence par A qui est vrai et B qui est vrai. Alors, vous avez remarqué, je tape le mot vrai, Enter, et ça se transforme. Ça devient majuscule et ça s'aligne à droite. Ça veut dire que le tableur a reconnu le mot. C'est un mot-clé, en fait. Si je tapais vrai E, bon, désolé, là, les féministes qui vont gueuler, je tape vrai E au féminin, Enter, il n'a rien reconnu. Ah ben. Donc là, les plaintes sont adressées au concepteur du logiciel, ce n'est pas à moi. Hein. Voilà. Donc effectivement, au féminin, ça ne marche pas. On va dire c'est masculin ou c'est le neutre. Alors, le trou ici ne sera pas compris, parce que là, c'est la version française. Il n'y a pas de problème. Si vous préférez, je comprends que vous préférez l'anglais peut-être, hein, mais là, il faut prendre la version anglaise du logiciel. Je crois qu'il faut changer ça dans les settings. Hein. Et il n'y aura pas de problème. Hein, si vous shiftez d'une langue à l'autre, normalement, le logiciel va lui-même convertir le vrai en trou et tout ça. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc, deuxième ligne, ce sera vrai, faux. Troisième ligne, faux, vrai. Et quatrième ligne, faux, faux. Voilà. Ah tiens, je n'avais pas commencé au début. Ouais, c'est pas grave. Je vais supprimer les colonnes. Voilà. Bon, alors, on peut s'amuser ici pour faire un petit exercice.
à calculer. Là, j'ai pas fait de calcul ici. Hein. J'ai dû poser les données de base et les combinaisons possibles. Maintenant, on va, par exemple, calculer A, ouais, et le point, c'est le et B. A et B. J'aurais pu écrire hein, A et B comme ça aussi. Oups. Un petit problème. Voilà, A et B par exemple, c'est un peu équivalent, je ne suis pas très à cheval là-dessus. A et B. Alors, bien sûr, on peut faire la table de vérité à la main, hein, parce que la réalité, c'est que quand A et B sont vrais, donc quand A est vrai et B est vrai, alors A et B est vrai. Et le reste, c'est faux. Hein, faux, 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 faux. Ok, ça on peut faire, parce que c'est tout simple. Et il n'y a que 4 lignes, ça va encore. Imaginez qu'il y ait 5 variables, A, B, C, D, E. Là, vous avez 2 exposants 5, donc 2 exposants 5, ça nous fait c'est 2, 4, 8, 16, 32. C'est juste 32 lignes. 32 lignes. Là, on ne va pas s'amuser à faire à la main. Hein. Donc, il nous faut ici commencer à utiliser les capacités de calcul du tableur. Et on va dire au tableur, eh bien, calcule-moi là, A et B. Bon, eh bien, et là, ça peut paraître un peu surprenant, mais, et ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, voilà comment on fait. Comme ceci. Alors, on va un peu détailler ça pour comprendre la logique qu'il y a derrière. D'abord, je vais vous montrer que ça marche. Voilà. Et copier-coller. Hop, et ça marche ici. Voilà, donc, plusieurs choses ici qu'il faut apprendre. Donc, pour ceux que je parle ici à des gens qui ne connaissent pas le tableur, hein, j'ai fait une formule et copier-coller de la formule. Et alors là, les adresses suivent. D'accord? Donc, il ne faut pas réécrire la formule à chaque ligne. Vous l'écrivez, si vous travaillez bien, vous écrivez une fois la formule, copier-coller, terminé. Voilà. Et donc, la deuxième ligne s'attaque bien aux valeurs de la deuxième ligne. Troisième, idem. Et la dernière, idem. Voilà. Alors, bon, quelques explications. Donc là, j'ai reproduit. Qu'est-ce que c'est que ça? Le plus simple à comprendre, c'est ce qui est en couleur. Hein. Vous avez là le bleu et le rouge. En fait, je fais référence à des valeurs qui sont ailleurs. Ça, vous aviez compris, je pense, hein, vous avez deviné en tout cas. A2, c'est quoi? C'est l'adresse de la cellule A2. Donc, il va prendre le contenu de la cellule A2 pour faire son calcul. Idem avec B2. D'accord? Donc ça me permet, puisque j'utilise des adresses, ben justement mon copier-coller va fonctionner. Alors par contre, ce qui est moins sympathique, c'est ce « et » qui est mis devant. Eh bien, là, je vais faire une petite parenthèse et je vais aller vers le fichier, je ne l'ai pas, vous savez que je l'avais ouvert, les notations. Donc ça se trouve également hein, dans les PDF. Voilà les notations. Ça, j'en ai parlé d'une polonaise. Alors, là, il y a des tas de termes. Infixé, préfixé, polonaise et postfixé. Vous inquiétez pas, ça va être facile à comprendre. Mais il manque un terme, il y a aussi la notation polonaise inversée qui n'est pas mise dans le titre. Bon, c'est encore une imprécision. Alors, il y a des synonymes hein, là-dedans. C'est quoi ces notations? Alors, la question fondamentale, c'est, et ça va se poser en informatique à certains moments, la machine doit absorber des commandes. C'est quelque chose que votre éditeur, si vous travaillez avec, je sais pas, il y en a beaucoup qui sont au cours de PAP, de algorithmique avec VO. Oui, hein. Donc là, vous avez des éditeurs. C'est quel éditeur que vous utilisez? Eclipse? Eclipse? Eclipse, il passe son temps à analyser les bêtises que vous écrivez, quoi.
Chaque fois que vous compilez ou quoi. Donc il doit lire tous les mots et voir si tout est cohérent. Et évidemment, ça c'est le métier de ce qu'on appelle un parseur. Un parseur, c'est un outil qui lit une phrase en langage naturel ou en langage informatique, hein, et qui va construire la logique de la phrase. On va essayer de reconnaître les mots-clés et tout ça. Alors, en langage naturel, donc en français, anglais, là c'est très compliqué. Là, c'est l'intelligence artificielle qui joue. Mais en langage informatique, c'est beaucoup plus simple. Vous avez des syntaxes rigoureuses à suivre. Hein. Donc, quand vous écrivez le nom des fonctions, et puis il y a une accolade, et puis après, il y a les commandes, il y a les points-virgules. Voilà, tout ça est extrêmement précis. C'est le parseur qui va s'assurer que tout ça existe, etc. Alors donc, pour démarrer ce genre de travail, ben, il faut au moins savoir ce que c'est qu'une notation. Et prenons des choses très simples, à savoir de bêtes additions. Je vais prendre un exemple. Ça, sur l'exemple, on va comprendre tout de suite. Vous avez ici une expression, donc c'est quoi ça? Ça, c'est exprimé d'une manière infixée, parce que l'opérateur se trouve au milieu. Donc vous avez 5 moins 6, qui correspond à l'usage. Tout le monde, quand on communique en soi, 5 moins 6, l'opérateur moins est au milieu. C'est la notation infixée. 5 moins 6, ça fait moins 1, fois 7, ça fait moins 7. Le résultat, c'est moins 7. Et alors, vous avez une deuxième notation infixée pour le fois qui est ici, qui est également au milieu, entre le moins 1 et le 7. Ça, c'est l'usage. Bon. Alors, il y a d'autres notations qui s'utilisent et chacune s'applique suivant le contexte, mais j'en vais en parler. Il y a la notation préfixée. La notation préfixée, on va exprimer la même chose, mais on va mettre l'opérateur en premier lieu. Donc, ici, prenez par exemple ça, on est en notation préfixée. Le moins est en premier lieu. Donc, on va faire la soustraction de quoi? Des nombres qui sont donnés après. Et ça, c'est une notation que vous connaissez, en fait. Puisque, en programmant en Java, vous avez d'abord le nom de la fonction, vous ouvrez la parenthèse, et puis les paramètres de la fonction. Donc, les langages informatiques sont très souvent en notation préfixée. Et ici, c'est embriqué, puisque vous avez le moins ici, il y a les parenthèses, donc ça va être exécuté d'abord, ça va donner moins 1, et puis vous avez une deuxième notation préfixée, le fois, moins 1, 7, moins 1 fois 7, ça va faire moins 7. Voilà, c'est l'essentiel. Donc, l'expression que je c'est notation préfixée, voilà, plus 1, 2. Les opérateurs précèdent toujours les opérandes. Les opérandes, c'est les chiffres. Opérandes qui peuvent être des expressions non triviales, donc plus complexes, et ça peut aller, on peut faire des poupées russes quoi, avec ça, ça peut faire de très longues expressions. Bon, tant que c'est bien écrit, l'ordinateur n'aura pas de problème. Le langage Lisp, un vieux langage des années 60, c'était notation préfixée. Il fallait d'abord dire ce qu'on faisait et ensuite donner. Ouais. Ça n'est pas très perturbant pour un informaticien puisqu'il travaille avec des fonctions, ça c'est comme ça. En fait, cette notation préfixée, je vais terminer ici parce que je vois qu'il y a notation post-fixée. Là, la notation post-fixée qui peut paraître bizarre, c'est quoi? Ben, c'est d'abord toutes les opérandes, tous les chiffres, et puis l'opérateur. Et ça existe aussi. Bon, je vois qu'il y a des langages que vous connaissez sûrement. Moi, je ne les connais pas. Hein. Force PostScript, on connaît vaguement dans le PDF. Le langage RPL. Et les calculatrices Hewlett-Packard. C'est un peu dépassé, mais moi, j'ai connu ça. C'était assez perturbant. Les élèves qui avaient leur calculatrice en classe Hewlett-Packard, c'était post-fixé. C'est-à-dire que pour faire l'addition, on pouvait faire 1 plus 2 plus 3. Il fallait taper 1, Enter, 2, Enter, 3, plus. L'opération est définie après tout le reste.
Alors, quand on n'a pas l'habitude, c'est perturbant. Hein. C'est 1 enter, 2 enter, 3 plus. Et alors, on avait le résultat 6. Voilà. Pas comme il montre ici. Hein. Poste fixé. Voilà. Donc, bien entendu, le parseur doit savoir si vous travaillez dans telle ou telle notation, et ça peut aller beaucoup plus loin que ça, hein, parce qu'un parseur a besoin d'une grammaire. Une grammaire pour savoir comment sont exprimés le code. Bon, alors, il y a des avantages et des inconvénients hein, dans chaque cas. Il faut travailler avec des piles, enfin bon, des choses pareilles. Ok. Blabla, blabla, ça c'est pas très important. Je crois que j'ai fini cette notation, cette parenthèse sur les notations. Voilà. Ah, les polonaises. Moi, j'y tiens à ma polonaise. Parce que de mon temps, on disait, Hewlett Packard, ça utilise la notation polonaise inversée. Bon, ce que je viens de dire, postfixé, c'est la notation polonaise inversée. Je pouvais peut-être à l'occasion trouver ce terme quelque part. C'est parce que M. Lukasiewicz, c'est un nom imprononçable pour un pauvre francophone, donc on va appeler ça notation polonaise, comme ça tout le monde comprend. Il y a la directe et l'inverse. Hein, donc la postfixée, c'est la notation polonaise inverse, donc utilisée dans certaines calculatrices. Y compris les calculatrices de bureau, hein, parce qu'avant les calculatrices électroniques, moi, mon grand-père, je l'ai déjà vu avec une grosse machine, mais pas mécanique, mais avec un gros rouleau de papier qui sortait les résultats. Il fallait aussi travailler en postfixé pour avoir les additions. J'avais du mal à l'utiliser parce que je comprenais pas la logique du machin. Enfin, et alors la notation polonaise tout court, c'est la préfixée. Voilà, la notation préfixée, c'est le terme moderne, a été proposé en 1924 par le polonais, blablabla, et donc on a parlé de la notation polonaise, qui est simplement synonyme de préfixé. Voilà. Ok, je vais revenir à mon tableur. Voilà, donc ceci, hein, vous voyez là, c'est une notation préfixée. Voilà, comme en langage de programmation. Hein, langage de programmation, Java et tout ça, en fait c'est la même chose. Donc effectivement, l'opération étant un « et », eh bien, elle est citée en premier lieu, c'est préfixé. Voilà. Hein, donc là, on ne peut pas travailler en langage naturel. Alors vous allez me dire, tiens, donc les tableurs, c'est tout le temps en préfixé. Alors, pas tout à fait, vous avez des exceptions quand même. Si vous voulez écrire 5 plus 6, ben comme ça n'ira pas. Parce que là, ça ne va pas parce qu'il manque le égal. Voilà. 5 plus 6, ça c'est notation comment? Ah. Ce n'est ni préfixé ni postfixé, c'est le tout premier dont j'ai parlé, c'est infixé ou infixe. Infixé, ça marche, hein, voilà, ça donne 11. Mais alors, quel est l'équivalent? Est-ce qu'il y a une notation préfixée pour l'addition? Oui, ça s'appelle la somme. Faites la somme de 5 et de 6. Et ça marche aussi. Vous voyez, comme quoi, donc, tout est prévu. Voilà. Donc ça, c'est pour faire la distinction. Donc il y a deux façons de faire l'addition. Donc, normalement, dans les tableurs, c'est la notation préfixée. Il y a des centaines de fonctions qui y travaillent. Pour certains cas, il y a la notation infixe qui est utilisable, mais c'est très limité. C'est plus, moins, fois, divisé et concaténation. Voilà, c'est tout. Il y a 5 opérations qui peuvent le faire. OK. Donc, voilà. Ça explique un peu cette notation bizarre hein, qu'il y a ici. Et alors, on va faire la pause. Mais un dernier truc pour terminer en beauté, on va se faire, attendez, ça je vais le déplacer, je le mets ici. Et alors là, je vais faire A ou B, voilà. Le A ou B, donc je commence toujours par égal, ou A et B. Et ça me donne vrai. Ah oui. Alors l'un des deux est vrai. Il suffit que l'un des deux soit vrai pour que ce soit vrai. Donc j'écris la première ligne. Voilà le ou.
Copier-coller. Et voilà, on a bien, ça c'est la table de vérité du OU, hein, c'est vrai, 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 faux. Voilà. Voilà. On va un peu élargir ici. Voilà, comme ça. Très bien. On s'arrête ici pour la pause, et puis on reprend après. Voilà. Alors, reprenons un peu le syllabus ici. Voilà, donc ceci, c'est la forme des tables de vérité que l'on va donc aborder, utiliser, pardon, prochainement. Donc, c'est un format, je veux dire, linéaire. Vous avez des colonnes et toutes les valeurs possibles sont mises en dessous. Alors, c'est donc à différencier de ce qui est utilisé ici. Je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à ça. Là, dans la définition même de la conjonction du et, donc, là, vous avez un tableau croisé. Voilà, donc ça c'est un peu moins lisible à mon avis, c'est moins pratique parce que une fois que vous sortez de deux variables, vous ne savez rien faire en fait. Alors, quelques petites notes en passant. Donc, on parle bien de A et B. Voilà, on peut utiliser le mot-clé et. On peut également utiliser le point, un peu comme un fois. Hein. Il y a encore d'autres symboles ici. Celui-là, je ne sais pas comment on le prononce. Pardon? Ah, non, ça c'est juste une note, c'est pas dans le tableur, ça. Hein. Le tableur, il ne connaît que la fonction et qu'on a vue. Hein. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que c'est assez lourd, assez verbeux. Donc, il y a des moments où vous allez voir écrire une expression algébrique, et là, il faut être un peu plus léger que ce et. Le et, il faut écrire des formules dans le tableur uniquement. Voilà, donc là, c'est parfois ça. Donc, il y a d'autres expressions. Dans le langage informatique, on a souvent le ampersand, qui est utilisé comme le et. Hein, ça, en Java, par exemple. On peut également utiliser le and, aussi utilisé en PHP, par exemple, hein, voilà, etc. Il faut bien en choisir une de notation. Bon, disons qu'il s'agit juste d'écrire la formule de manière légère et digeste, ben là, ce sera le point hein, que je vais utiliser. Alors, disjonction, le ou, à peu près une approche un peu complémentaire. Voilà, on va utiliser le plus quand il s'agit d'écrire de manière légère l'expression. Sinon, il y a d'autres symboles. Et dans certains langages de programmation, c'est le pipe qui est utilisé comme ou. Hein, ça doit vous dire quelque chose. Bien. La négation. Bon, la négation. Ah ben, je ne l'ai pas encore faite. On va la reprendre ici. La négation. On peut le faire ici. Hein, non à. Par exemple, ça c'est la forme verbeuse. Non à. Donc là, il existe dans le tableur. Et c'est la troisième, presque dernière fonction à connaître ici. Il existe la fonction non. Voilà. Comme ça. Non de quoi? Ben, de A, par exemple. Voilà ici. Un seul paramètre. Et ça vous donne faux. Et si je fais copier-coller, voilà. Donc là, vous avez A qui vaut vrai, vrai, faux, faux. Eh bien, non A, c'est faux, faux, vrai, vrai. Voilà, c'est l'inverse. Hein, voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur des petites expressions, mais on va aller vers des expressions un peu plus complexes et on va essayer de les écrire convenablement. Petit souci, c'est que, voilà, pour l'écrire, le non A, la forme légère, je sais rien faire ici, ça je ne sais pas faire, le A slash, ça je pourrais, mais c'est pas très connu. Il y a encore ce symbole-là, qui est encore un peu bizarre, une espèce de crochet comme ça, le tilde, c'est pas pratique au au clavier, pardon. Il y a un tilde, hein, qui existe quelque part, mais ça marche pas très très bien. Et donc, je vais utiliser le signe moins. Donc, ici, vous avez la forme un peu lourde. Donc, je vais insérer une ligne ici. Hein, je pourrais dire donc que A et B pourraient s'écrire A point B.
Voilà. Point B. Le ou ici pourrait s'écrire A plus B. Ouais, toujours ce majuscule qui vient se mettre là. Ops. Voilà. Décidément, il y a un petit problème graphique. Voilà. Et le non A, alors, je pense que le plus simple, c'est de l'écrire comme ça. Je fais A moins. Ce sera, je pense, le plus simple ici, voilà, dans certaines expressions. Voilà. Donc, ça, ce n'est qu'une notation. Hein. Les deux sont équivalentes. Celle-ci ou celle-ci sont équivalentes. C'est juste que la deuxième est un peu plus légère et plus lisible, quoi, en fait. Oui? Oui. Voilà. Attendez, je vais la mettre ici. Voilà, comme ça. Bon. Donc je reviens ici. C'est les trois qu'il faut connaître. C'est les trois de base. C'est les seules vraiment importantes. Oui, alors dans les négations, dans les langages de programmation, c'est souvent le point d'exclamation qui est utilisé, qui a l'inconvénient d'être assez peu lisible. Voilà, c'est le problème. Parfois, on ne le voit pas parce qu'il est un peu discret, on le confond avec une parenthèse, etc. Donc ça, j'aime un peu moins. Enfin, voilà. Bon, alors, il y a en fait des tas de propriétés qui existent. La plupart, je vais dire, ne sont pas tellement intéressantes. Et parce qu'en fait, il faudrait se trouver face à des expressions complexes. Et ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est un peu ceci. Regardez là, hein, des simplifications sont possibles, ce genre-là. Alors, il ne faut pas connaître ça par cœur, hein, ce n'est pas le but. Parce que sinon, il y en a des dizaines à apprendre. Hein, il ne faut pas apprendre ça par cœur. Mais on pourrait se demander, ou je ne sais pas moi, il y en a une qui vous plaît. On va peut-être prendre la dernière, la quatrième. On va faire un petit exercice ici avec cette expression-ci. Alors, ce qu'il y a, c'est que je dois écrire cette expression. Donc, voilà, je me mets ici. Attendez, hein, c'est juste le temps de l'écrire. Et je vais refaire un zoom avant. Donc, l'expression, c'est A, point, ouvrez, A moins, plus B, fermez la parenthèse, qui serait égal à A point B. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, j'ai recopié celle-ci. Hein. Alors, regardons un petit peu. Je vais refaire un zoom. Voilà. Comment vérifier ceci? En fait, et à quoi ça sert? En fait, à quoi ça sert, c'est que vous pourriez, dans vos développements, vous analyser un problème, hein, problème d'informatique de gestion, avec des factures, des clients, machin, et tomber sur des expressions de ce genre-là. Voilà. Et alors là, l'idée, c'est de simplifier ce problème. Parce que, alors, en informatique, vous pouvez programmer ça, hein, c'est pas si compliqué, hein, mais alors, ça consomme des ressources et c'est pas très clair. Quand même, l'expression ici à droite, elle est quand même plus facile que l'expression de gauche. Donc, l'idée, c'est de se demander, tiens, ça vaut quoi comme expression de manière plus simple? Et on va voir, ici, on va se contenter de faire une comparaison entre les deux. Donc, je vais faire A.B ici. Je vais l'enlever. Voilà. Et je vais faire le calcul pour les deux expressions et on va voir si elles sont vraiment égales. Alors certains vont me dire, oui, mais le A.B, on l'a déjà. Il est là. Hein, c'est le et. Voilà. C'est vrai. Bon, je ne vais pas le refaire ici. Le point B, je ne vais pas le faire deux fois. Donc, c'est pas mal. Alors, il n'y a plus que celle-ci. Je vais faire ce calcul ici. C'est là que ça devient un peu intéressant, parce que, et on va essayer de faire ça en un seul coup, d'accord? Donc il faut traduire l'expression booléenne en expression maintenant préfixée. Il faut transformer la notation infixée en préfixée. Sinon, Excel ne sait pas calculer. Eh bien, je vous écoute.
on commence par quoi? Parce que comment est-ce qu'il faut commencer? En fait, il faut commencer au plus haut niveau dans l'exécution de ça. Dans l'exécution, on va commencer par exécuter ce qui est entre parenthèses. Donc ça veut dire A- ou B. Mais alors là-dedans, vous avez le A- qu'il faudra également prévoir. Et quand ça sera exécuté, évalué, calculé, alors on va le faire un et avec le A ici. Donc la dernière instruction, c'est le point qui est ici. D'accord? C'est pour terminer le calcul, ce sera le point là. Et donc là, c'est comme ça qu'il faut commencer ici à écrire. Je vais en fait commencer, moi, mon écriture en préfixé, je vais commencer par le et, qui est donc celui qui se trouve ici. Alors, et de quoi? Ben, de A. A, il est là. Voilà. Ensuite, j'ai une autre expression plus complexe ici à droite, et ça, c'est un ou. Ou, dans lequel j'ai non A et B. Alors, je ferme une première parenthèse pour le ou, et je dois en fermer une deuxième pour le et. Enter. Et je vais faire copier-coller. Voilà. Et effectivement, on s'aperçoit que ceci équivaut à ça. C'est la même valeur. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. On utilise la table de vérité pour vérifier l'égalité entre deux expressions, une compliquée et une simplifiée. Voilà. Alors, bon, ceci donc, c'est écrit de cette façon-là. Alors, il faudrait voir, est-ce que pour vous, ce genre d'expression, est-ce que ça va aller? Ce genre de choses. Est-ce qu'on comprend le raisonnement qui a été fait pour, en une seule expression, convertir celle-ci en celle-là? Parce que ce n'est pas dans le même ordre. C'est ça qui est perturbant. Et donc, il faut apprendre à raisonner dans les deux sens. Et on va faire encore d'autres exercices, on va encore en faire maintenant. Il nous reste une demi-heure ici à nous amuser, donc on va faire ça. Je vais revenir encore un peu à la théorie. La théorie, j'ai vu déjà beaucoup de choses, donc je ne sais pas si j'ai grand-chose encore à faire, à montrer. Il y a le et, le ou. Donc effectivement, toujours de la simplification, et on pourrait s'amuser à travailler avec ces expressions algébriques, mais enfin bon, franchement. Théorème du consensus que je ne connais pas spécialement. A, B, ouais, pas tellement intéressant. Tiens, s'exclut, n'oublie pas tout ça. On va faire du pratique, on va pas faire comme ça des trucs priorités. Mais ce qu'on pourrait faire ici, c'est les lois de De Morgan. Alors, ça on va faire, parce que ça, c'est un beau petit travail, pas très compliqué, enfin on fait un peu de drill, quoi. Alors, pour ces lois de De Morgan, on ne va pas travailler, parce que là, il y a beaucoup à installer. Là, on va travailler avec le fichier qui est fourni, qui est proposé, voilà, le 1601 exo. Donc, je vais le retélécharger, celui-là. Voilà, je vais le mettre dans 4e A2. Oui, ça, c'est vieux. Je vais renommer mes répertoires. Voilà. Et je vais en créer un nouveau. 4e A2. 2. Voilà, ici. Donc, mais ça, c'est ma cuisine interne. Je télécharge ce fichier ici, donc le 1601 exo, dans un répertoire à moi. Et voilà, ça c'est. Alors, j'ouvre ce fichier. Voilà. Et là, évidemment, il y a plein d'énoncés qui sont faits. On ne va pas tout faire, mais vous pouvez, vous amuser à en faire l'un ou l'autre, pour un peu s'exercer à faire ces formules. Et bon, une fois que vous avez compris le truc, ça c'est. En fait, donc ici,
on vous proposait de faire les tables de vérité, mais c'est ce qu'on a fait, hein, c'est ce qu'on vient de faire, les tables de vérité, et ou et non, ok. Les formules logiques, ah ben oui, avant de faire les lois de De Morgan, je vais attaquer les formules logiques. Ça, c'est pas mal. Parce que là, c'est une approche beaucoup plus concrète qu'on peut trouver dans n'importe quel problème de programmation. Je me permets de mettre ceci sur le côté. Voilà. Je vais le laisser là parce que ça va m'être utile. Alors, regardez ici le tableau, ça vous donne une idée du résultat. Maintenant, il faudra l'implanter. On vous demande, regardez ici, vous avez 44, 77, ce sont deux bornes, donc c'est un intervalle avec deux bornes, et une valeur 55. Est-ce que 55 est dans l'intervalle entre les bornes ou en dehors? Alors bien sûr, le 55, il est entre 44 et 77, donc vrai et entre les bornes. 61 et 77, ça c'est les bornes, mais le 21 est en dehors, donc c'est faux. On peut continuer, hein. 70, 77, 71 est vrai, et alors le dernier, 112, c'est vrai égal. Voilà. Voilà un problème ici de logique, puisque vous avez un résultat vrai et faux, qui va être le résultat d'un calcul. Alors cette fois-ci, donc, il est un peu plus appliqué, et donc, je peux le faire ici. Donc, je pose le problème, j'ai une borne de 44, borne 1, 77, borne 2, et la valeur 55. Et là, vous devez écrire une formule, un calcul logique. Alors là, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a des nombres. C'est la première fois qu'on a ça aujourd'hui. Il y a des nombres, et on vous demande, est-ce que ce nombre 55 est entre les bornes? Là, comment est-ce qu'il faut traduire ça? Ça va être très simple, c'est juste par des plus grands ou plus petits. En fait, 55, comment est-ce que je peux calculer qu'il est dans la borne? Eh bien, il est dans la borne s'il est plus grand que 44 et plus petit que 77. Ça, c'est assez classique. Hein. Alors, le plus grand, plus petit, comment on fait? Il n'y aura pas trop de surprises. Et regardez, je vais commencer un morceau de formule. Je vais juste me demander, est-ce que 55 est plus grand que 44? Donc j'écris égal, 55, plus grand que 44. Donc je pointe les adresses. Et donc là, il y a une curieuse expression, C2 plus grand que A2, ben, ça c'est un calcul. Pour le tableur, c'est un calcul. Mais ce n'est pas un calcul avec des plus et des moins, c'est un calcul avec des plus grands que. Le résultat, vous savez qu'en termes de manipulation, c'est à peu près la même chose pour lui, hein. Le résultat sera un binaire, enfin un booléen, vrai ou faux. Et là, c'est vrai, bien entendu. 55 est plus grand que 44. Et puis alors, il y a, dans l'autre sens, 55 doit être plus petit que 77. Plus petit que 77. Ben, évidemment, ça va être vrai aussi. Hein. Voilà, c'est vrai également. Le mot vrai, moi, je ne l'ai pas écrit. Hein. C'est le résultat du calcul. Hein. Voilà. Et alors maintenant, il nous reste le dernier point. Est-ce que 55 est dans l'intervalle? Eh bien alors, vous avez la fonction et qu'on va utiliser. Donc il faut pour ça avoir à la fois 55 plus grand que 44 et 55 plus petit que 77. Voilà. Et c'est vrai. Je vais mettre cette première version parce qu'on va la faire évoluer. En fait, c'est pas le problème n'est pas terminé. On dirait que ça a l'air en ordre, mais en fait, c'est pas en ordre. Mais on va voir. Donc, je mets ça ici. Hop. Voilà. Tiens, il n'a pas mis les couleurs. Maintenant, il y a les couleurs. Bon. Voilà. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de mettre des vrais et des faux. On peut également mettre des calculs dont le résultat est vrai ou faux. Et dans les tableurs, il y a plein de fonctions comme ça. Vous en voulez une autre? Ou pour le folklore? Hein?
vous avez une fonction dans le tableur qui est, alors, est-ce que ça va être la même? Oui. Et vide renvoie à vrai si la valeur fait référence à une cellule vide. Et vide de ceci, par exemple. De nouveau, c'est curieux comme syntaxe, mais de nouveau, c'est préfixé. Est-ce que la cellule A11 est vide? C'est ça que ça veut dire. Ben, il faut commencer par l'opérateur. Ça va donner quoi, vrai ou faux? Vrai, hein? Vrai. Maintenant, je mets n'importe quoi ici. Bof, ça devient faux. Voilà. Je l'enlève, ça redevient vrai. Voilà. Donc ça, c'est, vous allez me dire, c'est un peu curieux comme fonction. En soi, on ne l'utilise pas toute seule comme ça. On l'utilise parce qu'on veut valider des feuilles de calcul. Enfin bon, et des choses pareilles. Donc, valider des feuilles de calcul, quand vous avez des milliers de lignes, c'est important. Donc parfois, on veut s'assurer que tout est bien rempli et tout. Donc il faut parfois utiliser ça, quoi. Bon, voilà. Bon, voilà, donc pour montrer, ici, vous avez encore une autre fonction booléenne qui travaille sur une cellule qui est remplie ou pas. Et il y en a d'autres, hein. Vous avez, ça je pourrais essayer de voir, des fonctions sur le texte. Fonction sur le texte. Il faut que je trouve la bonne. Hein. Il va chercher, il y a peut-être mieux que ça. Droite, gauche. Présent, substitute, trouve. C'est à peu près la même que dans Excel, hein, je les reconnais là. Je cherchais en fait l'existence. L'existence, on peut chercher. Trouver, par exemple, je mets ça, on cherche le texte, par exemple, ABC dans ABCDEF. ABCDEF, et position, je ne mets pas. Alors, ça marche, ça? Ouais. Il me donne la position. Donc, il m'a donné la position, enfin, si je ne me trompe pas, hein, de ABC, du string ABC dans le string ABCDEF, qui est en première position, bien sûr. Je vais prendre maintenant le string BC. BC, là, ça va me donner 2, normalement, puisqu'il est en deuxième position. Ok, ça marche. Maintenant, moi, je vais mettre un truc qui ne marchera pas. X. Là, il n'y a pas. Et là, ça me génère un petit problème. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Valeur. Donc, il n'a pas trouvé. Alors, là, ce serait bien, par exemple, de mettre, hein, on peut faire, voilà, on va ajouter si erreur, afficher, faux. On va d'abord voir si ça marche. Ah, il me met 0. Enfin, 0, c'est faux. Hein. Donc ça, c'est bon aussi. Donc, ici, par exemple, je fais une combinaison, je vais encore refaire DEF, par exemple. Oui. On va, acceptez-vous non. Oui, évidemment. Là, hein, donc, il manque les apostrophes, en effet. DEF, c'est bien, DE, voilà. Ici, ça ne marche pas encore. Tiens, pourtant, là, ça c'est correct. Hein. DE dans... Oui, ça c'est bon. Je prends ça. En position 4, très bien. Et si je mets DEX, il me renvoie 0. Bon, j'ai pas réussi ce que je voulais faire afficher un faux et tout ça. Bon, oui, bon, c'est pas ça que j'avais mis, moi. Voilà. C'est ça que j'avais mis. J'ai un petit problème là. Je ne sais pas s'il y a un problème graphique, mais... Non, manifestement, il ne veut pas. Bon, tant pis. Mais c'était l'occasion ici d'utiliser une variable booléenne quand on ne trouve pas quelque chose dans l'histoire. Bon, c'est pas très grave. Revenons à notre problème ici, parce que l'heure tourne, il est déjà 9h moins quart. Donc, vous avez ici un premier exemple où vous faites, voilà, on a dit 55 plus grand que 44 et plus petit que 77. Ok, faisons maintenant un deuxième test. 61
et 77, et la valeur 21 qui est bien entendu en dehors des bornes. Donc là, je fais copier-coller, et il me répond faux, ce qui est tout à fait normal, puisque 21 est en dehors d'un intervalle. Puis alors, le troisième n'est pas très intéressant. Regardons le quatrième, 112 et 83. Là, je m'attends à avoir un vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un faux. Pourtant, 83 est bien dans l'intervalle. Quel est le bug? Oui, la première valeur, le 100, on a supposé qu'elle était plus, borne 1, donc, qu'elle était plus petite que borne 2. Mais c'est pas vrai, en fait. Là, c'est le genre de truc qu'on va se disputer avec le client. Le client va vous dire, il y a un bug, et corrigez ça, et je ne paye pas parce que vous avez mis un bug, donc je ne veux pas payer. Et vous avez dit, oui, mais vous n'aviez pas dit que borne 1 pouvait être plus grand que borne 2. Donc vous avez mal donné vos specs. Ah oui, mais va dire le client, mais moi j'ai jamais dit que borne 1 était plus petit que borne 2. Et là c'est parti pour des disputes, et donc on va se disputer pendant 1 heure pour faire une correction qui va prendre 30 secondes. Hein, bon, donc ça c'est des choses qui arrivent, hein, c'est vraiment ça. Mais une question aussi de ne pas se faire marcher sur les pieds. Enfin bon, c'est des trucs de manager et d'avocat. Donc ici, on va admettre qu'on va corriger, que ça va prendre peut-être pas 30 secondes, mais 2 minutes. Mais bon, alors c'est embêtant parce que je vais quand même pas devoir imaginer de dédoubler ma formule pour dire, parce que c'est un truc que je préfère, hein, donc là j'ai un cas de figure ici, c'est vraiment quand borne 1 est plus petit que borne 2, donc les deux premières lignes, ça marche. Et la troisième ligne, comme c'est l'inverse, je devrais dédoubler et faire un ou, hein, un cas ou l'autre. Ça, j'aime pas du tout. Alors, j'aime pas du tout parce que ça dédouble tout et ça devient illisible. Donc, il faut toujours rester simple. Et il y a un truc ici, dans des cas pareils, pour faire le plus simple, enfin, ce que moi je trouve le plus simple, on peut contester, plutôt que de dire C4 plus grand que A4, qui est 100, j'ai envie de dire, il faut que C4 soit plus grand que le plus petit des deux. Le plus petit des deux, c'est la borne inférieure. Et le plus petit des deux, c'est le min. Ben, il y a une fonction min qui existe, min minimum, le min entre 100 et 12. 12 donc, hein, c'est le résultat. Voilà, donc je garde la même structure, mais j'affine un peu le concept de borne. C'est pas forcément borne 1, borne 2, ce sera l'une des deux, la plus petite des deux, pour le premier. Et pour le deuxième ici, C4, donc 83, doit être plus petit que la plus grande des deux. Donc que le max entre borne 1 et borne 2. Voilà, alors ça a un peu compliqué la formule, mais on a évité de faire un truc doublon avec des et, des ou imbriqués et tout ça qui sont pas très agréables ni à programmer et encore moins à maintenir. Voilà. Ben donc ça a l'air bon, alors on va tout réécrire ici. Et alors la bonne formule, je vous la mets ici. Voilà. Bon, alors là on est couvert. Hein. Oui, non, il y a encore des cas de figure qui ne sont pas couverts si les données ne sont pas des chiffres, mais des lettres, par exemple. Là, il faudrait aussi prévoir. Hein. Mais il faut s'arrêter à un moment donné. Hein. Voilà, donc on va encore en faire un autre. Enfin, je vois ici, au moins 45, 55, 92. Faux, ok. Je vais encore en faire un autre, 64, 10, 62. Ça, c'est vrai. Ok, voilà. Donc là, voilà un exercice. Donc, c'est un exercice de logique, mais la matière de base, c'est des chiffres. Hein? Ça, évidemment, il faut apprendre aussi. Hein. C'est rare d'avoir un problème de logique purement dans un monde logique. Il y a toujours une base concrète en dessous. Voilà, voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. On va déjà avancer. Ici, on ne va pas faire un truc trop nouveau, mais on va, pour un peu de dernière fois, s'exercer les lois de De Morgan. Voilà, qui sont des lois célèbres.
Euh, Peut-être la deuxième est plus sympathique. La deuxième, je vais essayer de trouver un exemple concret. Donc, comme vous savez, un étudiant, on va simplifier, un étudiant va réussir son année s'il réussit 2 cours, parce qu'il n'a que 2 cours à suivre, il y en a plus dans l'arrêté, mais on va simplifier. L'étudiant doit suivre 2 cours, et pour réussir l'année, doit réussir les 2 cours. Donc, que veut dire ceci? Ça veut dire, donc A, c'est réussir le premier cours, B, c'est réussir le deuxième. Donc là, c'est réussir le premier et réussir le deuxième avec la négation. Donc ça veut dire, il n'a pas réussi les 2. C'est ça que ça veut dire. Et c'est équivalent à dire, s'il n'a pas réussi les 2 cours, ça veut dire qu'il a échoué au premier cours ou qu'il a échoué au deuxième. Vous comprenez? Dans le langage courant, ça passe. Hein? Simplement, là, c'est une formule mathématique et là, il y a une couche d'abstraction qui complique la compréhension. Mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Si l'étudiant n'a pas réussi les 2 cours, c'est qu'il n'a pas réussi le premier ou il n'a pas réussi le deuxième. C'est une manière de convertir le et en ou, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire celle-là. On va faire juste la table de vérité pour s'exercer, hein. C'est tout. Donc, deuxième loi de Morgan. Alors, la table est déjà presque prête. Je l'amène ici. On a A et B qui sont en majuscule. Tiens, j'aurais pu les mettre en minuscule. Enfin bon. Bon, là, il faut remplir à la main. Hein. Vrai, vrai. Il y a un formatage. Vous êtes gâtés ce soir. Il y a un formatage conditionnel, c'est-à-dire la couleur de la cellule change automatiquement en fonction de la valeur. C'est valeur booléenne. Hein. Donc il y a une espèce de bleu quand c'est vrai et brun quand c'est faux. C'est juste pour la décoration parce que parfois c'est plus lisible comme ceci. Le B c'est vrai, faux, vrai, faux. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici? On décortique un peu. Vous voyez que là, c'est assez... On veut éviter les longues formules. Bon, c'est un choix, parce qu'on pourrait faire tout en une fois, hein, franchement. Mais on veut éviter les longues formules, donc on va décortiquer. Donc là, on fait des petites formules. Vous avez nom A. Nom de ceci. Copier-coller, vous pouvez faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Vous pouvez utiliser aussi le curseur qui est là. Voilà. Comme ça. Donc là, on a bien nom A qui est l'inverse de A. Tout à fait. Nom B. Nom de B. Et là, alors, idem, on fait ça. Et donc, de nouveau, on a, voilà, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai. Je me permets de ne pas mettre le détail parce que là c'est fort simple. Alors, nom A ou B. Nom de A ou B. J'ai pas besoin de ça, moi. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est la première loi de Morgan. J'en ai pas besoin, je vais masquer la colonne, sinon c'est trop large. Nom A et... Non, mais j'ai pas besoin de ça non plus. Je le masque, voilà. Alors, nom A et B. C'est ça ici. OK. Nom A et B. Donc là, c'est nom de... L'inverse de A, B, c'est juste, oui, c'est juste. Voilà ce que ça donne. Faux, vrai, vrai, vrai. C'est un peu normal. Le et, c'est vrai, faux, faux, faux. Le non A et B, c'est faux, vrai, vrai, vrai. C'est l'inverse.
c'est logique. Et alors ici, on va voir si ça correspond. C'est là le suspense, hein, on va voir l'égalité entre ces deux parties qui correspond à ces deux parties-ci. Hein. Donc non A ou non B, c'est la partie droite. Alors il y a le ou. Non A, ah non, je ne dois même pas le mettre, parce que je l'ai déjà. Je l'ai déjà, il est ici. Non A, voilà. Et non B. Voilà. C'est faux. Voilà, on y est. Et on voit bien que les deux colonnes sont identiques. Donc là, je peux mettre éventuellement... Voilà. Tiens, je n'ai pas les couleurs cette fois encore. Je ne sais pas pourquoi. Et là non plus. Il ne faut pas chercher. Voilà. Voilà donc, de nouveau, on veut vérifier la deuxième loi de De Morgan. C'est la façon la plus... Voilà, c'est un peu lourd parce qu'il faut se taper tout ce tableau, mais vous voyez ici que ça marche. Hein, donc. Et donc dans les devoirs, il y a des trucs pareils que je vous demande. De vérifier que, et souvent avec deux approches. Je vous demande une certaine approche d'une certaine façon, une deuxième approche du problème, que je vous expliquerai bien sûr, par une autre façon. Les deux doivent donner le même résultat. Voilà, c'est un truc intéressant. Et alors on s'aperçoit que dans un cas, il y a beaucoup de calculs, et dans l'autre cas, il y a beaucoup moins de calculs. Et ça peut jouer dans certains contextes. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. La semaine prochaine, on va commencer le fichier suivant, parce que ça, c'est pas intéressant. Ici, pas intéressant. Et ceci, c'est pas mal, mais ça, c'est plutôt du drill. Hein, c'est un peu le même genre. Hein. C'est des trucs qu'on a... Vous pouvez les faire vous-même, vous n'en faites pas tous. Hein. Vous en faites quelques-uns, et si ça fonctionne, c'est que vous avez compris, mais voilà, ce sont des égalités. On fait la table de vérité, on regarde que tout arrive. Voilà. Donc, voilà. Ça, on ne va pas faire en classe, vous pouvez faire pour vous entraîner. Pas besoin de les faire tous. Voilà. Eh bien, j'étais très heureux de passer cette soirée avec vous. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. D'accord. Il y a une question? Vous l'aurez demain. Parce que je ne suis pas sûr de rester. Vous avez vu le temps de conversion qu'il y a